On se demande souvent, est-ce qu'on peut s'accomplir tout seul? C'est une question à laquelle je réponds tout de suite. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de s'accomplir sans toutes ces interactions que nous avons. Slide. J'ai envie de partager quelque chose qui me tient énormément à cœur. Je suis intimement convaincue que nous avons chacun notre puissance intérieure, mais que ce sont les liens que nous avons avec les autres qui nous amplifient. Cette image, elle n'est pas anodine, elle compte énormément pour moi. Certains diront que Rama, elle n'est pas conformiste. Oui, je l'admets. Pour moi, tant et aussi longtemps que je peux avoir de l'impact, que je peux avoir des interactions avec des personnes et que cela peut permettre une certaine transformation, c'est le plus important. Il y a quelques années, nous étions passionnés, engagés, et l'engagement que nous avions, c'était comment œuvrer. C'était des femmes qui se sont retrouvées avec des profils très différents. Ce qui comptait pour nous, c'était les valeurs qui nous animaient. Ces valeurs-là, c'était comment agir au sein de nos communautés, dans un premier temps, pour sensibiliser dans le cadre de la protection des droits des femmes et également pour contribuer à la lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc, la seule question qui nous est venue en tête, comment agir et comment drainer des personnes qui avaient la même conviction que nous. Et pour vous dire, nos profils, nos secteurs, on venait de secteurs différents. À l'époque, encore haut responsable de l'administration publique, j'étais avec des activistes, des responsables communication. Mais comme je l'ai dit à l'entame, ce qui importe pour moi, ce n'est pas les titres. Les titres, cela doit nous permettre de toucher d'autres personnes, de drainer avec nous des personnes qui ont un potentiel, qui ont peut-être ce besoin d'être tirées vers le haut. Et donc, il fallait créer un cadre de communication. Et le premier réflexe que nous avons eu, c'est For Guinée. For Guinée, car pour nous, en anglais, ça veut dire pour la Guinée. Car pour nous, notre première motivation, c'était de contribuer, d'être patriote et en tant que Guinéenne, d'apporter quelque chose. Et je tiens à cette histoire car aujourd'hui, je pense à Fatoumata Binta, dont je suis la marraine. À l'époque, je n'aurais pas deviné que j'aurais été sa marraine aujourd'hui, qui a été à mes côtés récemment chef de cabinet. Et quand nous nous retrouvions à l'époque, elle était responsable communication. Mais je veux dire, quand on est à des postes de responsabilité, pour moi, un leader, c'est celui-là qui peut aller vers tout le monde, qui ne se caricature pas. Et cela est tellement important pour moi que quand j'ai vu le titre « Réapprendre à diriger avec le cœur », je vous avoue que j'ai tout de suite ri. Car pour moi, tout ce que je fais, c'est avec le cœur. Il est important que je ne me perde pas. La prochaine slide, s'il vous plaît. Et donc, on me posera la question, comment j'ai intégré tout ça. Moi, je dirais qu'il n'y a pas eu de déclic pour moi. La précédente oratrice l'a dit, et je me suis beaucoup retrouvée dans sa communication. On est la résultante de toutes nos interactions. Moi, quand j'étais très jeune, mon père me disait « Rama, la Guinée appartient à tout le monde. Investis-toi dans tes études, donne-toi les moyens et tu seras en mesure de relever les défis auxquels tu seras confronté. » Et donc, et il me disait aussi une autre chose. Plus tu montes, plus il faut garder ton humilité. L'humilité, d'après lui, et je le confirme, c'est quelque chose que je souhaite transmettre. Pour moi, elle précède la gloire. Quand on est humble, on a tendance à attirer des personnes et à donner envie à nos collaborateurs de nous suivre, de s'engager à nos côtés. Je voulais parler d'un constat. Les scientifiques nous sortiront beaucoup de théories sur le leadership. En ce qui me concerne, après de nombreuses années d'expérience, ce que je retiens, c'est qu'un leader est celui qui montre l'exemple.
est celui qui accepte de tendre la main à ses équipes. J'ai envie de partager une petite anecdote. Il y a quelques jours, j'ai appelé un collaborateur c'était après 17 heures. Je l'ai appelé au moins 5 fois. C'était une urgence que j'avais. J'ai attendu qu'il me rappelle, à ma qualité de secrétaire général, mais je n'ai pas reçu de retour. Et le lendemain, je rappelle encore mon collaborateur à 10 heures. Il ne répond pas. Il me rappelle 2 heures après. Il me dit, Madame, comment vous allez? Je dis, je vais bien, mais pas totalement. Il me dit, pourquoi? Je dis, Monsieur le directeur, j'avais une urgence, j'ai essayé de vous joindre. Et tout de suite, sa réaction fut, mais Madame, je vous ai rappelé, qu'est-ce que vous voulez? Alors, j'aurais pu hausser le ton, et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me parlez comme ça? Et là, tout de suite, il a baissé d'un ton. Il m'a dit, Madame, oui, je vous écoute. Je lui ai dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir à ma rencontre? Et quand j'ai reçu mon collaborateur, cela a confirmé une conviction que j'avais. Chacun de nous a ses propres réalités, a son histoire et arrive au travail le matin avec ses défis, en fait, même ses peurs. Il peut arriver qu'on sorte de chez soi, qu'on ne soit pas dans une posture où on n'a pas forcément envie d'avoir une attitude malveillante avec ses collaborateurs, mais en tant que leader, on doit avoir cette faculté de pouvoir décerner cela chez nos collaborateurs. Et cela passe par de la bienveillance, par de l'empathie. Et donc, c'est quelque chose que j'aime intégrer dans ma collaboration et dans mon cadre de travail. Car je retiens une chose, nous passons beaucoup plus de temps, en tout cas en ce qui me concerne, je pense que je passe beaucoup plus de temps avec mes collaborateurs qu'avec ma famille à laquelle je tiens énormément. Et ce qui arrive parfois, c'est qu'on a tendance à vouloir tellement de résultats qu'on oublie de placer l'humain au centre de nos actions. Et pour moi, c'est fondamental. Il y a quelques années, j'étais dans mon bureau, je reçois une collaboratrice qui entre, on venait de lui notifier qu'elle devait prendre la parole en réunion de cabinet. Et ma collaboratrice, croyez-moi, c'est un cadre pétri de compétences. Seulement, il arrive que parfois, les femmes, on a peur de prendre la parole parce que tout simplement, la société nous a appris à nous taire. Et donc, elle entre dans mon bureau et me dit, Madame la chef de cabinet, je ne pense pas pouvoir faire cette communication. Je lui ai dit, mais pourquoi? Elle me dit, je viens juste d'avoir l'information parce que mon directeur est indisponible. Il vient de me demander à 10 minutes de la réunion de cabinet de faire une présentation. Je lui ai répondu simplement, je lui ai dit, Madame, je pense que vous en êtes capable. Capable pourquoi? Car j'ai pu vous observer depuis votre arrivée au sein de ce département. Je pense que vous avez tout simplement besoin de remettre vos idées en place et de venir faire votre présentation. Et je suis sûre que vous pourrez transmettre toutes les informations requises. Et croyez-moi, quand elle est entrée en salle et qu'elle a fait sa présentation, en tout cas, tout le monde était impressionné. Et il y a une question que je me suis posée. Les réunions de cabinet, ce sont les directeurs, ce sont c'est le cabinet, le ministre, le secrétaire général, la chef de cabinet et tous les directeurs, tous les services représentés dans nos réunions de cabinet. Et je me suis rendu compte à un moment donné que très peu de femmes acceptaient de prendre la parole. Et cela m'a énormément gênée. Cela m'a gênée parce que, pour moi, mon rôle en tant que chef de cabinet, mon rôle en tant que leader au sein de ces départements était d'amener mes sœurs, ces femmes qui étaient à mes côtés, à aussi s'engager, bon, je ne veux pas dire qu'elles n'étaient pas engagées, mais à accepter de vaincre leur peur, accepter, car parfois, elles ont de la réflexion, elles ont des propositions à faire, mais du fait de nos sociétés, elles ont tendance à hésiter, à garder pour elles ces informations qui peuvent
très bien servir au succès, à la réussite de nos activités. Je trouve qu'au fil des ans, le leadership s'est énormément déshumanisé. On a plus tendance à prioriser la performance, les résultats. Ce matin, je tenais une réunion pour préparer notre évaluation de performance. Mais croyez-moi, cette réunion s'est faite en toute convivialité, car pour moi, le premier facteur de motivation, c'est de donner envie à nos collaborateurs de s'investir à nos côtés. Et donc, pour leur donner envie de s'investir à nos côtés, il y a des facteurs qu'il faut prendre en compte. Il faut apprendre à aller au-delà des objectifs et à toucher l'humain. Pour moi, on ne peut pas occulter l'humain dans toutes les démarches que nous entreprenons au sein de nos entreprises. Slide suivante. Certains diront que la bienveillance n'a pas sa place dans la gouvernance. Je dirais non. Je dirais non, pourquoi? Parfois, nous travaillons dans des environnements tellement stressants avec des deadlines. Moi, depuis 2021, je ris tout le temps en disant à mes collaborateurs que j'ai poussé des cheveux blancs. J'ai poussé des cheveux blancs, pourquoi? Car les délais sont souvent très courts. Parfois, on vous demande des livrables et le délai, il est là. Et donc, pour quelqu'un qui a une certaine conscience professionnelle, on a tendance à parfois s'oublier, à parfois oublier que nos collaborateurs aussi ont une vie, ils ont des familles. Et donc, en tant que leader, il y a ces facteurs qu'il faut garder en tête. Il faut donner envie à nos collaborateurs de s'investir à nos côtés pour atteindre les objectifs que l'on se fixe. Il faut prendre le temps de les écouter. Il faut prendre le temps d'interagir. À mon sens, un leader est celui-là qui inspire, est celui-là qui donne envie à ses collaborateurs de comprendre les attentes et les objectifs assignés à l'entreprise ou à l'institution à laquelle nous servons. Donc pour moi, la bienveillance, l'empathie, l'écoute sont des valeurs dont il faut tenir compte dans toute société. Et j'ai toujours pensé plutôt qu'un leader, c'est celui-là qui assume ses vulnérabilités, qui accepte d'être lui-même. Et c'est ce qui m'a constitué au fil de ces années. Dans mes interactions avec mes collaborateurs, je veille à rester celle que je suis. J'ai fait des slides car je voulais rester structurée dans mes idées et transmettre les messages auxquels je tenais. Et pour moi, j'ai identifié 3 axes qui me sont chers pour un leader. C'est d'abord apprendre à connaître ses collaborateurs, apprendre à être à l'écoute de ses collaborateurs et accepter d'être soi-même, accepter de se révéler au monde avec ses vulnérabilités, son histoire, et accepter d'apprendre à relever ses collaborateurs. Un leader, c'est celui-là qui va accepter de s'effacer de temps à autre pour laisser la place à ses équipes, pour donner envie à ses équipes de donner le meilleur d'eux-mêmes. En tant que leader, je me rappelle, il y a quelques années, j'étais dans une rencontre avec des jeunes filles. Elles m'ont posé une question. Je garde ce souvenir jusque-là. Elles m'ont demandé, Madame la chef de cabinet, nous avons vu récemment sur les réseaux que vous aviez célébré l'anniversaire de votre fille. Ça m'a amusée. Vous savez pourquoi? J'étais un peu peinée, je vous avoue, car
je lui ai répondu tout simplement, même, je suis une maman, je suis une personne. Parce que j'ai l'impression qu'au fil de ce que je peux observer, c'est que les gens, ils arrivent avec un titre, ils se caricaturent, et finalement, on a l'impression que les leaders d'aujourd'hui sont des personnes toutes faites. Croyez-moi que c'est un process. Et en tant que leader, nous sommes tenus de transmettre nos histoires avec nos échecs, nos réussites. J'ai récemment fait la dédicace de mon livre. Pour ceux qui ont un petit temps, je vous invite à le lire. Ce livre, pour moi, ça a été une opportunité de partager mon histoire en toute authenticité et accepter de me révéler aux autres, car j'ai l'impression qu'aujourd'hui, de plus en plus, on se fait une image erronée des leaders, des personnes qui accèdent à des postes de responsabilité. Et pour moi, les personnes qui sont à des postes de responsabilité sont des personnes dotées d'une humanité, dotées d'un parcours. Et ce parcours, il faut accepter de le partager. C'est pour ça que je ne reste pas cantonnée à mon poste. Je suis souvent dans des activités communautaires car cela me tient énormément à cœur. Je dis souvent que si l'on m'empêchait d'être moi-même, c'est que je ne serais plus Ramatoulaye. Les titres, pour moi, ça importe peu. Ce qui importe pour moi, c'est la satisfaction d'avoir pu impacter des vies, d'avoir pu inspirer des personnes par mon histoire, en la racontant de manière authentique, sans artifice, sans faux semblant. Car, comme vous le savez, la vie est parfois parsemée d'embûches. Il faut accepter de partager ces histoires avec nos jeunes. Pour moi, un leader, c'est celui qui accepte de s'ouvrir aux autres, mais en évitant de raconter des histoires toutes faites. Et donc, c'est dans cette dynamique que je m'inscris, dans la dynamique d'être moi-même, d'accepter d'être à l'écoute de mes équipes, car c'est en cela que l'on peut amener nos équipes à s'investir pleinement dans nos missions respectives. Il est vrai qu'on est parfois à des postes de responsabilité, mais c'est une chaîne. Je suis intimement convaincue que la chaîne ne peut fonctionner sans nos équipes qui nous entourent. C'est cela qu'on doit garder en tête et mettre au centre de toutes les actions que nous menons. Et donc, voilà, je vous remercie.